Nous allons d'abord commencer par l'anamnèse du patient et l'examen clinique. Ensuite, nous continuerons en expliquant le diagnostic et nous terminerons avec les explications concernant les symptômes et le traitement proposé. Le patient est venu en consultation car il a remarqué un affaissement d'un côté de son visage. Il se plaint d'une perte du goût et d'une bouche sèche. Il a également plus de difficultés à s'exprimer et invite de plus en plus ses proches à parler un peu plus fort. Il lui arrive aussi d'avoir des bourdonnements dans l'oreille et présente de temps en temps des vertiges. Lorsqu'on examine ce patient, on peut vite voir qu'il présente une paralysie des muscles de la face du côté gauche. On ne voit plus ses rides frontales et son pli nasogénien de ce même côté. Sa commissure labiale chute et la fente palpébrale est élargie du même côté. Le patient ne présente pas de réflexe cornéen lorsqu'on approche un morceau de papier de la cornée. Lorsqu'on demande au patient de fermer l'œil, il n'y arrive pas. Mais on peut voir le globe oculaire se porter vers le haut. C'est ce qu'on appelle le signe de Beck. De plus, le patient présente une ataxie à la station debout et à la marche, ainsi qu'un nystagmus. Le patient présente en fait un déficit progressif dans les territoires des nerfs 8, 7, 7 bis, gauche homolatéraux, révélateurs d'un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux homolatéral. Nous allons maintenant parler des différents nerfs atteints. Le nerf vestibulo-cochléaire, qui est le nerf 8, est un nerf sensoriel. La partie vestibulaire est impliquée dans l'équilibre. Les afférences proviennent du ganglion de Scarpa, situé dans le conduit auditif interne, et vont aller dans le tronc cérébral. Au niveau du sillon bulbopontique, elles vont aboutir dans les noyaux vestibulaires médiaux, latéraux, inférieurs et supérieurs formant l'aire vestibulaire du plancher du quatrième ventricule. Des fibres peuvent aller directement dans le cervelet par le pont des pédoncules cérébelleux inférieurs. Les afférences de la partie cochléaire proviennent du ganglion de Corti et à partir du conduit auditif interne vont aller dans le tronc cérébral par le sillon bulboprotubérantiel. Elles se terminent dans les noyaux cochléaires antérieurs et postérieurs. Ici, le nerf 8 est représenté en jaune. Le nerf facial, donc le nerf 7, possède une composante motrice ainsi qu'une composante végétative, sécrétoire, véhiculée par le nerf intermédiaire de Wisbert. La partie motrice s'occupe des muscles de la mimique. Les noyaux du nerf facial se situent à la partie inférieure du pont et émergent du tronc au niveau de l'angle ponto-cérébelleux. Il va pénétrer avec le nerf 8 dans le conduit auditif interne et sortira du rocher au niveau du foramen stylomastoïdien pour se diriger via la carotide vers la face. Le nerf intermédiaire suit exactement le même trajet, mais va aller innerver la glande lacrymale et la muqueuse nasale en sortant du noyau salivaire supérieur. Il innervera aussi les glandes salivaires submandibulaires, sublinguales et des petites glandes du palais et de la langue. Ce nerf contient aussi des informations gustatives des 2 tiers antérieurs de la langue. Ici, le nerf 7 est représenté en rose et le nerf 7 bis est représenté en vert. Alors, un schwannome correspond en fait à une tumeur bénigne qui touche les cellules de Schwann situées autour des nerfs. La gaine de myéline permet d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx qui passe alors de nœud de Ranvier à nœud de Ranvier. C'est ce que l'on appelle une conduction saltatoire. Ici, il y a atteint des cellules de Schwann, ce qui va avoir comme conséquence un ralentissement de la propagation du potentiel d'action et les informations vont alors arriver avec une vitesse moindre. De plus, par le développement de cette tumeur, il peut y avoir compression de ces différents nerfs, aboutissant alors également à une mauvaise transmission de l'information. Le traitement proposé sera alors une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur. Voici ici un schéma explicatif scientifique et ici la vulgarisation du schéma pour pouvoir l'expliquer aux patients.